Bienvenue dans Parole d'éleveur. On parle souvent des cavaliers de haut niveau, de leurs chevaux, mais plus rarement de ceux qui les ont imaginés et qui les ont vus grandir. Aujourd'hui, nous souhaitons donner la parole à ces éleveurs, ceux qui sont à la racine de la performance. Amateurs ou professionnels, la parole leur est donnée pour nous raconter leurs succès, leurs échecs aussi, comment ils sont structurés et leur vision. Aujourd'hui, nous recevons Christian Hermont. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être pour ses performances propres avec Effect Forever notamment. Il a porté la veste bleue dans de nombreux CSIO 5 étoiles. Aujourd'hui, nous souhaitons vous raconter son histoire d'éleveur. Vous ne le savez peut-être pas, mais Christian élève au cœur du pays d'Auge, sur la fixe de Beaumont. En parallèle, c'est l'un des piliers du haras mexicain La Silla. Il participe à la sélection de leurs chevaux, à leur formation et à leur commercialisation. Évolution du sport, sélection, comparaison des systèmes entre le Mexique et la France. Nous allons discuter de nombreux sujets avec lui. Bonjour Christian. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, votre enfance, d'où vous venez? Donc, je m'appelle Christian Hermont. J'étais donc cavalier en nationaux surtout, et j'ai côtoyé pendant 10 ans le haut niveau international pour représenter les couleurs françaises. Ok. Et pour revenir vraiment au début de vos origines, vous étiez issu d'une famille de chevaux. Comment vous êtes arrivé dans les chevaux? Eh bien, en fait, mon père avait une ferme et il était aussi également marchand de bestiaux. Et il avait quelques juments poulinières, comme ce qui se faisait beaucoup dans le sud de la Manche, où les gens avaient une ou deux poulinières pour faire un petit complément de revenus. Mm. Et le fait que moi, dès tout petit, j'ai été passionné par les chevaux, il a vu que ça m'intéressait, donc il a commencé à développer son élevage. Je crois qu'à un moment, on était quand même à une dizaine de poulinières, Ah oui. ce qui était à cette époque-là, ce qui était déjà pas mal. Et c'est comme ça que je me suis mis à cheval. Et j'ai commencé un peu par les juniors. J'ai commencé ma carrière en même temps en concours complet et en même temps en saut Ah oui. d'obstacles. J'avais fait les juniors, le championnat de France à Fontainebleau et en concours complet et en saut d'obstacles. Ah oui, ok. Et à partir de 17, 18 ans, là, j'ai senti que je voulais vraiment faire de cette passion mon métier. Et donc, je me suis dit que pour vivre de ce métier, c'était quand même plus facile en concours hippique qu'en cours complet, quoi. Mm. Donc, je me suis complètement orienté sur le concours hippique et j'ai arrêté le concours complet. Et donc, après mon armée, je me suis installé chez mon père à mon compte. Ok. Et donc vous avez fait tout votre cursus en indépendant ou vous avez eu des périodes en travaillant Non, pour non, d'autres non, personnes? parce que c'est un petit peu ce qu'on j'aurais pu un petit peu regretter, c'est-à-dire que comme mon père avait déjà beaucoup de chevaux, donc j'ai dû tout de suite me concentrer sur ces chevaux-là, Mm. et donc j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup, peut-être 6 mois, un an, ou à l'étranger, ou voir peut-être autre chose. Ok. C'est peut-être un petit peu ce que je regrette à ce moment-là, mais ce que j'ai pu faire plus tard dans ma carrière. Ouais, ok, je comprends. Et du coup, votre père a élevé du coup pendant plusieurs années Donc comme ça. voilà. Et vous, après, comment s'est passé votre ascension à haut niveau? Et ben en fait, il a eu la chance quand même il avait donc à cette époque, il avait utilisé beaucoup Ranzo, Ouais. donc il a eu quand même quelques très bonnes juments, Mm. dont une jument qui m'a permis de sortir pour vraiment un bon niveau, puisque elle s'appelait Gelka Désigné. Et à 6 ans, j'ai fait le championnat d'Europe jeune cavalier, Ah ouais. ce qui est aujourd'hui presque Impensable. inconcevable. Et on est médaille de bronze au championnat d'Europe jeune cavalier. Et donc, il a eu quand même pas mal de bons chevaux dans son élevage. Et ça m'a permis de les sortir. Et voilà comment je suis arrivé, disons, à un bon niveau national, international. Ok, je comprends. Et j'imagine que cette vision du sport de haut niveau vous a certainement marqué, a changé votre manière de penser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous regardez un poulain ou un 2 ans, vous le voyez avec un regard différent de ce que pourrait regarder le commun des éleveurs? Oui, effectivement, quand vous avez la chance de côtoyer le haut niveau, vous voyez bah, effectivement les chevaux en France, mais vous voyez aussi tous les autres chevaux. Vous pouvez tous les comparer et à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas forcément ce qu'on avait
on s'ouvre beaucoup plus, quoi. Mm. Et c'est ce qui est très intéressant d'avoir côtoyé le très haut niveau. Ok, je comprends. Et en faisant un peu nos recherches, j'ai vu que votre premier cheval duquel vous étiez naisseur, c'était Ultra de Beaumont, qui est né du coup fin des années 80, d'une jument issue de pur sang. Oui. Comment vous avez commencé à élever? À quel moment vous avez eu le déclic de voler de vos propres ailes, j'ai envie de dire? Bah, en fait, ça a été très tard parce que là, ce cheval dont vous parlez, on l'avait fait par hasard parce que c'était une jument d'un copain. Donc on avait fait ce poulain-là. Après, j'en ai fait un autre ou deux, mais j'étais pas, on va dire que j'étais pas du tout éleveur. Ouais. Mon métier à ce moment-là, c'était cavalier et c'est très difficile de faire les deux quand on veut faire du haut niveau. Donc c'était pas ma priorité. Euh, on a quand même fait naître, à cette époque-là, j'avais quand même fait naître aussi un cheval qui s'appelait Galop de Beaumont, Ouais. qui est classé Coupe du Monde. Euh, et puis, plus récemment, il y a un cheval qui s'appelle Forever de Beaumont aussi, qui est un cornet et qui Avec saute, Alexis Leroux, je crois. voilà, Ouais. qui saute 1,55 m, qui est un très bon cheval. Mais j'ai commencé vraiment l'élevage, en fait, parce que c'était quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Et j'ai eu la chance de rencontrer Akatitla. Et donc là, je me suis dit qu'avec cette jument et avec la famille qu'elle avait, ça méritait vraiment de commencer l'élevage. Et c'était au moment où moi, j'ai commencé à lever le pied sur la compétition. Donc ça s'est bien tombé, en fait. Mm. Et puis voilà, donc là, j'ai fait 7 embryons avec cette jument. Ok. Et je suis ravi. Et qu'est-ce qui vous a décidé à raccrocher les bottes justement pour se diriger vers l'élevage? C'est un choix personnel? Oui, mais je me suis dit que chaque chose en son temps, Ouais. que bon, ma période de concours était, voilà, était plutôt derrière moi. Le concours a énormément évolué. Il faut des chevaux plus rapides, des cavaliers très rapides. Et donc, je m'étais dit qu'il était temps de, Ouais. voilà, Ok. de changer, et de passer de l'autre côté, c'est-à-dire plus entraîneur parce que maintenant j'ai Ouais. des cavaliers qui montent pour moi, et puis un peu d'élevage. Ouais. Ouvrir un nouveau chapitre au Voilà, final de cette exactement. vie équestre. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment votre structure fonctionne? Parce que vous êtes originaire du Sud-Manche, vous vous êtes installé dans le Pays d'Auge. Déjà, pourquoi ce choix? Et après, comment vous êtes structuré? Comment fonctionne votre structure? Quel est votre cœur d'activité? Voilà. En fait, donc j'étais dans le sud de la Manche, effectivement, à Isigny-le-Buat. Et je me suis marié, donc, et mon épouse et moi, on s'est dit que c'était peut-être pas l'endroit idéal pour faire vraiment le métier dont on voulait faire. Et on a pensé qu'il fallait peut-être se rapprocher un peu de Paris. Et comme elle était de Rouen, moi j'étais donc du sud de la Manche, on s'est dit on va essayer de trouver quelque chose au milieu. Et donc voilà, on s'est basé et on a cherché un petit peu des écuries. On n'avait pas trouvé d'écurie, donc on a créé notre écurie dans une ancienne ferme. Et voilà, et on s'est retrouvé tout près de Deauville, ce qui était aujourd'hui là où il faut être, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est très pratique. Donc aujourd'hui, comment ça marche? Vous gérez l'élevage, la valorisation, vous faites tout sur place? Oui, effectivement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un tout petit élevage et uniquement, je vise entre 3 maximum 4 poulains par an. Euh, et donc, tout est à la maison. J'envoie juste les juments, comme j'ai quand même pas mal d'occupations à côté, j'envoie les juments pour pouliner, mais dès qu'elles ont leur poulain, elles rentrent à la maison. Donc ça, c'est pour la partie élevage. J'ai une quinzaine d'hectares, donc j'arrive à gérer avec ce nombre de chevaux. Mm. Et puis pour ce qui est de la compétition, j'ai deux cavaliers qui montent pour moi. Il y a Faustine Laferrerie et Bilal qui montent pour la première année pour moi cette année. Et donc j'ai à peu près une quinzaine de chevaux au travail. Ok. Et ce qui est intéressant chez vous, je trouve, c'est ce côté voilà, formateur de chevaux, sélectionneur aussi, entraîneur. Quel regard vous apportez à la sélection de la jumenterie? Comment vous choisissez, bah, cette jument-là, je vais la faire reproduire? Qu'est-ce que vous allez chercher chez elle? Bah, tout d'abord, je pense que étant donné qu'on vise à produire des chevaux de compétition, je pense que déjà il faut viser quand même le meilleur niveau possible dans les mers. Mm. Avec ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, très important, c'est le mental. C'est-à-dire des chevaux qui sont, voilà,
qui veulent le faire et qui sont avec le cavalier, quoi. Donc ça, c'est important. J'ai la chance d'avoir des très bonnes juments de compétition. Et donc, avec ces juments-là, je fais du transfert. Et en fait, j'ai pas vraiment de poulinière. Ouais. J'en ai juste une de ma fille, Vol de la Roque, et une canane avec Myself, qu'on a gardée parce que c'est un peu la jument de cœur de la famille. Mais sinon, je fais que du transfert sur mes très bonnes juments de concours. Ok. Et du coup, est-ce que vous pensez, pour vous, est-ce que c'est plus important une jument qui a été performante en concours qu'une jument qui va avoir un très beau modèle, qui va être très bien née, mais qui sera un peu moins bonne au concours? Non, moi je pense que d'abord, il faut privilégier la qualité de saut et la qualité de la jument en Ouais. concours. Parce que si elle fait du concours à haut niveau, c'est qu'elle a beaucoup de facteurs en elle. Elle a la qualité de saut, elle a le caractère. Mm. Si elle vieillit bien, elle a le physique. Donc tout ça, c'est très important. Le physique est très important aussi. Donc, et aussi, j'essaye aujourd'hui, par rapport à ce qu'on pouvait produire avant, d'essayer de produire des chevaux très légers. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin en compétition, des chevaux qui sont très légers dans le saut, très légers au sol. Et c'est les chevaux performants d'aujourd'hui. Mm. Et du coup, de manière générale, quel regard apportez-vous à la production des éleveurs actuels? Est-ce que vous pensez que les éleveurs produisent des chevaux qui répondent aux besoins du sport actuellement? Oui, je pense que l'élevage, notamment en France, a énormément évolué. Aujourd'hui, on produit des chevaux beaucoup plus légers, beaucoup plus souples qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. Donc je crois que ça va dans le bon sens. Je pense pour moi personnellement que l'apport de sang un peu étranger a fait vraiment évoluer le sel français, dans le sens où le sel français, souvent on disait il avait une mauvaise bouche parce que c'était plutôt par rapport à un mauvais équilibre. Et ce qui a permis, avec l'apport du sang étranger, hollandais, allemand, belge, d'améliorer l'équilibre. Et du coup, aujourd'hui, d'avoir des chevaux beaucoup plus simples à monter. Mm. Ok. Et, vous avez été cavalier, alors toujours avec une sensibilité de l'élevage. Est-ce que aujourd'hui, votre regard sur l'importance de la sélection génétique, sur la méthode d'élevage, est-ce que ça, vous avez changé de vision par rapport à ça? Est-ce qu'avant, vous pensiez que c'était vraiment tout sur ce qui faisait un cheval, c'était sa formation? Et aujourd'hui, vous vous dites non, il y a quand même le travail en amont qui change un peu les choses. Est-ce que vous avez changé de point de vue là-dessus? Non, moi, ça a toujours été mon truc, c'est que j'ai toujours pensé que, il fallait la meilleure génétique possible. Et après, effectivement, Des rencontres. c'est de rencontrer la bonne personne qui va savoir bien exploiter le potentiel. Mais à partir du moment où vous avez déjà tout ce qui est une très bonne génétique, vous augmentez énormément votre facteur de réussite. Et si derrière le travail est bien fait, en prenant le temps de faire évoluer les chevaux et surtout vraiment de prendre chaque cheval est un cas. C'est-à-dire qu'on doit respecter le cheval, s'il est tardif, s'il est précoce, son caractère, son physique. Et à partir de là, si on respecte tous ces éléments-là, qu'on fait bien son job, au bout, normalement, on a un bon cheval. Ok. Et parce que je pense que ça nous arrive tous de faire des erreurs. Est-ce que vous pensez à un cheval ou une situation où vous vous êtes trompé dans un sens ou dans un autre, un cheval où vous vous êtes dit ah celui-là ça va jamais aller, et à la fin parce qu'il a eu le temps, parce qu'il a rencontré les bonnes personnes, ça s'est bien révélé, ou à l'inverse des fois où vous y avez cru et vous vous dites ah non finalement je me suis trompé. Bah, j'ai pas de cas précis, Ouais. mais effectivement, ça arrive à tout le monde. Je dirais que moi, dans ma façon de sélectionner pour l'instant mes chevaux, j'essaye dans mon écurie de garder des chevaux dont le potentiel, c'est minimum 140-145. Mm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais certainement me tromper de temps en temps, mais ce qui fera que c'est pas très grave parce que ça fera une bonne pub pour l'élevage et pour l'écurie. Mais ça permet que économiquement, ça soit plus intéressant. Mm. C'est assez intéressant d'ailleurs, je rebondis là-dessus, sur le 140-145, qui est un peu le nouveau cap, j'ai l'impression. Il y a quelques années, produire des chevaux de B1, c'était déjà presque une réussite. Oui. Aujourd'hui, on a mis 10 de plus. Comment vous voyez justement cette évolution? Bah, effectivement, on a mis 10 de plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nombre de concours a explosé, le nombre de concurrents
a explosé. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde veut viser d'aller faire au moins du Grand Prix 2 étoiles. Donc il y a énormément, le marché est très porteur sur ce niveau de chevaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui est C'est difficile à l'objectif. trouver. Et donc c'est l'objectif je pense qu'il faut se donner. Enfin, Ok. que je me donne moi Oui, en tout oui, tout cas. à fait. Et dans votre système, du coup, si je comprends bien, l'objectif, c'est de produire des chevaux pour le sport, les emmener tranquillement et d'aller jusqu'à la commercialisation de ce cheval de 2 étoiles. Ou est-ce que vous vous dites, je les emmène à 6 ans, après je les commercialise après? Comment ça marche? Non, en fait, je parle pour mon Oui, oui. propre petit Oui, bien élevage. sûr. À 3 ans, déjà, je les teste. Et déjà, à 3 ans, je fais une sélection. C'est-à-dire que ce qui, pour moi, je pense, ne va pas être justement en 145, à ce moment-là, je le commercialise tout de suite. Mm. Parce que je trouve que c'est passer du temps pour des chevaux qui, au final, vont déjà valoir un certain prix, mais économiquement, c'est pas Mm. si Oui, c'est ça. évident. Ouais. Donc, j'essaye de faire cette sélection. Je sais que je peux me tromper et qu'à ce moment-là, encore une fois, Ça fera un heureux. ça fera un heureux et ça fera une bonne pub. Ouais. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et ce qui me permet de me concentrer sur pas beaucoup de chevaux et justement de faire bien le job. Et après, moi, mon objectif, aujourd'hui, c'est de l'emmener plutôt à 7 ans, voire 8 ans. Parce que c'est là où commercialement c'est quand même très intéressant s'ils ont vraiment le potentiel à mettre 45, 50, 55, Mm. voire plus. Ok. Et j'aimerais maintenant aborder un peu la relation à la Silla, du coup, qui était d'abord un sponsor. Aujourd'hui, c'est vraiment plus que ça. C'est une relation qui s'est établie au fur et à mesure des années. Beaucoup de personnes, je pense, connaissent le sigle LS ou la Silla, ont vu des chevaux performer à très haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce lien avec la Silla, comment ça s'est créé, comment vous avez rencontré Alfonso Romo, voilà, un peu comment ça s'est fait. Oui, très bien. Donc, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant que je travaille avec lui. Et comment ça s'est créé, le contact, c'est que en fait, j'ai participé au concours d'Aix-la-Chapelle. Je l'ai dû le faire 3 fois, je crois. Et la première année, Monsieur Romo était compétiteur aussi. Euh, et l'année d'avant, j'avais eu un contact de chez lui me demandant de la semence des Feb Forever, le cheval que je montais à cette époque. Et après, j'avais plus de nouvelles. Et là, en fait, le FEB, on avait été très compétitif avec lui. Il a remarqué le cheval. Et donc là, il a demandé à me voir. Et donc j'ai eu le contact comme ça au concours d'Aix-la-Chapelle. J'ai eu la chance d'être là le jour où il fallait, quoi. Et donc c'est parti comme ça. Lui, de son côté, il avait un peu arrêté avec Yann Tops. Et donc il m'a demandé de venir chez lui pour voir sa jumenterie, pour voir ce qu'il fallait mettre comme jument à Ephèbe. Et donc à partir de là, on a commencé notre collaboration, ce qui fait 21 ans ou 22 ans que ça Ok. dure maintenant. Et quel est votre rôle aujourd'hui, si vous devez le définir? Alors le rôle là-bas, en fait, j'assiste un peu de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que là, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, on s'est occupé des croisements. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait naître 65 poulains par an. On s'occupe des croisements, c'est-à-dire que lui fait aussi beaucoup de transferts. Et donc, il fait produire ses meilleurs jeunes juments. Et puis quelques vieilles juments qu'il a gardées malgré tout, mais beaucoup de transferts. Et moi, j'essaye de lui trouver aussi, on va dire à 50%, il utilise ses propres étalons parce qu'il a réussi à faire sa génétique lui-même. Et à 50%, je lui fais acheter des chevaux européens, des étalons européens, pour changer un peu le sang, pour garder, peut-être apporter du modernisme un peu. Et voilà. Donc ça, c'est la première partie. Après, quand ils ont 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors à 6 mois, on les regarde, ils nous les amènent individuellement dans le manège, on regarde comment ils bougent déjà. À 2 ans, on commence à les tester sur deep bar, à 3 ans aussi. Eux, en fait, ils les débourquent à 4 ans. Ils ont 1 an de retard par rapport à chez nous. Ils estiment que voilà, pour l'évolution des chevaux, c'est mieux. Ce qui est aujourd'hui que je me rends compte que c'est pas plus mal. Et donc, à partir de là, la même chose, on fait une sélection. Lui, il organise 2 ventes aux enchères par an. Donc, il vend à peu près 25-30 chevaux dans ses ventes.
Donc là, sur les 65 qui sont nés, il faut essayer il faut trouver les chevaux pour ces ventes-là. Donc c'est pour ça qu'il fait naître 65 poulains, parce que pour trouver 25 chevaux dans une vente, il faut bien en faire naître une soixantaine. Et donc là, il y a ces chevaux qui partent à la vente. D'autres chevaux qui sont gardés, plus des femelles, parce que lui, il a toujours l'esprit éleveur génétique. Donc il garde quelques très bonnes femelles pour justement faire du transfert, puis après de la compétition. Et c'est là où il m'envoie certaines de ses juments. Ok. Voilà. Et à côté de ça aussi, il a 2 cavaliers là-bas. Et donc je vais régulièrement aussi assister les cavaliers, voir un petit peu l'évolution des chevaux. Ok. Et quelles sont, selon vous, les forces qu'a le système mexicain par rapport au système français? Et à l'inverse, quelles sont les chances que nous avons? Bah, lui, la chance, c'est que il est un peu loin de tout. Ça veut dire que c'est compliqué. Déjà, rien que pour envoyer la semence, c'est un peu compliqué. Le sanitaire est compliqué. Tout est un petit peu compliqué. La chance qu'il a, c'est que là-bas, il a quand même du personnel qui ne coûte pas très cher. Donc, un cheval à produire lui coûte quand même moins cher. L'avantage de la France, de l'Europe, c'est que tout est accessible, quoi. Tout à fait. Non. Et vous parlez de la longévité, vous l'avez évoqué, avec le débourrage un peu plus tardif, laisser le temps aux chevaux de grandir. Avec le recul, parce que ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez avec, est-ce que vous pensez qu'il gagne vraiment en longévité, que les chevaux qui sont élevés dans ce système mexicain sont des chevaux qui durent plus longtemps, qui sont plus solides? Je pense qu'aujourd'hui, même en Europe, maintenant les gens sont un peu plus patients. Parce que comme je vous disais, moi quand j'ai été champion, à la médaille de bronze avec un de 6 ans, jeune cavalier, aujourd'hui on ferait ça, on se ferait traiter de fou, quoi. Donc je pense que même en Europe, on est quand même plus patient. Mais lui, effectivement, il commence à 4 ans. Et ce que j'ai découvert, que je ne pensais pas, c'est que même si vous prenez des chevaux à 5 ans, qui n'ont pas fait grand-chose ou rien, évoluent beaucoup plus vite qu'à 3 ans. Donc au final, à 6 ans, ils ont rattrapé leur retard. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez lui. Et je pense que c'est une bonne leçon à prendre. Et comment ça se passe après, du coup, débourrage à 4 ans, mise en route tranquillement à 5 ans? Comment après les chevaux sont valorisés là-bas? Est-ce qu'il y a un circuit pour les jeunes chevaux? Oui, il y a un circuit, alors qui n'est pas forcément très bien adapté pour les jeunes chevaux, mais il y a beaucoup de concours, des très beaux concours, avec des pistes incroyables, des pistes comme on peut avoir à Dinard, à La Baule, et ils ont beaucoup de concours comme ça, des super pistes en herbe. Et donc, ils peuvent très bien développer leurs chevaux sur leur circuit à eux, les jeunes chevaux. Et puis, sinon, certains chevaux débutent là-bas et ils arrivent en Europe après. Ok. Et c'est intéressant, je me disais, parce qu'il y a de plus en plus de concours aux États-Unis. Il y a la Californie maintenant qui est assez, géographiquement assez proche de Monterrey. Quel intérêt vous pensez ils ont d'envoyer les chevaux en Europe plutôt qu'aux États-Unis à la valorisation? Déjà, le problème des États-Unis, c'est que ils sont pas du tout spécialisés jeunes chevaux. Donc le circuit est un peu compliqué là-bas pour les jeunes chevaux. Et ça coûte très très cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'en Europe. Donc c'est pour ça que il envoie plutôt les chevaux en Europe. Mais il envoie aussi certains chevaux qui sont déjà un peu avancés aux États-Unis. Parce qu'il y a quand même un gros marché aux États-Unis et il arrive à commercialiser pas mal de chevaux là-bas aussi. Okay. On va parler un peu de l'évolution du sport et de l'élevage, parce que c'est intéressant d'avoir votre regard sur plusieurs époques, d'avoir connu le haut niveau avec différentes casquettes sur différentes époques. Est-ce que vous pensez que les chevaux d'aujourd'hui sont meilleurs que les chevaux d'il y a 20 ans, de manière générale? Non, ils sont différents. Meilleurs, on ne peut pas dire, mais ils sont complètement différents. C'est-à-dire qu'autrefois, même si vous aviez un cheval, par exemple, même comme mon cheval qui était faible, qui était un cheval un peu lent, qui, contrairement à ce que les gens pensaient, il avait beaucoup de sang, mais il était lent. Et donc, ces chevaux-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Donc ça, c'était les chevaux qu'on pouvait rencontrer avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est des chevaux qui doivent être beaucoup plus rapides, beaucoup plus légers, légers au sol, légers dans le saut. Et de ce fait-là, c'est énormément ça qui a changé, quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le matériel est de plus en plus léger. Il faut aller de plus en plus vite pour classer les épreuves. On a allégé ces chevaux. Oui. Est-ce que vous pensez que ça puisse être au détriment de la solidité? Non, moi je pense pas du tout. Tout au contraire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un cheval léger dans les allures, léger dans le saut, Moins lourd au reste. beaucoup moins lourd aux réceptions. Et donc aujourd'hui, enfin, moi je vois personnellement genre Rakatitla qui était très excessivement légère. Elle a une santé d'enfer parce que elle, le saut, c'est la continuité du galop, quoi. Donc elle fait pas d'effort physique pour sauter. Et à ce moment-là, ces chevaux-là, ils peuvent sauter jusqu'à, on en voit maintenant 17, 18 ans sans problème. Mm. Donc je pense pas que la légèreté soit, Facteur de fragilité. enfin non, pas du tout. Et on parlait de Ephèbe, effectivement, qui était un cheval assez important, fait en mâle, comme ça, Ouais. à voir. C'est un sujet assez intéressant, je trouve, de se dire, avant, les éleveurs allaient à ce type d'étalon vraiment fait en mâle, assez épais, assez, voilà, fait en paire, comme on dit. Aujourd'hui, on fait plus confiance à des étalons de sport, au marketing. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est pour un bien, pour un... Ben, je pense que, en fait, après, tout à chacun de savoir ce qu'il a comme jumenterie et ce qu'il a besoin d'apporter. Je pense on a besoin une jument, comme je reviens sur Akatitla. Je ne pouvais pas non plus prendre un cheval trop léger, petit. Enfin, il me fallait quand même quelque chose avec. Donc j'ai essayé de le croiser avec des juments, avec des étalons qui avaient quand même un peu de rayon, un peu de force. C'est pour ça notamment que j'ai fait avec de l'art du rouet, ce qui a très bien donné. D'autre part, il y a encore certaines juments qui sont un petit peu plus importantes et elles vont nécessiter des chevaux très légers. Donc je pense que c'est plus à l'éleveur de voir, de savoir ce qu'il veut produire et après de savoir de faire le bon croisement. Ah, ok, je comprends. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, les moyens, la force, soient moins importants que l'intelligence, le mental, comme vous le parliez tout à l'heure? Alors, je pense qu'on a besoin quand même de chevaux qui ont quand même des moyens parce que les obstacles sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas baissé. Ouais. Par contre, ce qu'on a absolument besoin aujourd'hui, qu'on n'avait pas forcément besoin avant, c'est la légèreté, la rapidité, l'intelligence. Et je crois énormément pour les étalons à des chevaux que ça soit inné, quoi. C'est-à-dire que vraiment que le cheval, il est tout de suite ça en lui. Je pense que c'est ça l'étalon qui produit bien, quoi. Ok. Vous avez évoqué le croisement de Dollar avec Akatitla, qui a donné du coup Nicolo Lassila de Beaumont, qui porte Ouais. du coup les deux noms. Ouais. Vous avez fait le choix de travailler avec France Étalon pour la distribution de la semence. Quel intérêt vous cherchez chez France Étalon? Qu'est-ce que vous cherchez d'un partenaire Bah, comme en France fait, Étalon? je me suis posé la question, donc c'est la première fois que je vais avoir un étalon pour mon propre compte, mis à part FM, mais qui était avec plusieurs partenaires. Là, j'ai le cheval en totalité. Et en fait, je pense que moi, en tant que petit éleveur ou cavalier, l'étalonnage, c'est pas mon métier. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs groupes qui sont spécialisés pour ça. Et mon idée tout de suite a été de me rapprocher d'un groupe. Et donc j'ai choisi France Étalon, car je les connaissais bien, et puis on a un bon contact. Et je trouve que par ce biais-là, moi, je peux développer la carrière sportive, et France Étalon va pouvoir développer au mieux la carrière d'étalonnage du cheval, voilà, de Nicolo. Ok. Et est-ce qu'il y a des étalons du catalogue France Étalon qui vous ont marqué, soit dans votre élevage ou via la SILA? Est-ce qu'il y a des étalons particulièrement que vous avez... Aujourd'hui, le plus gros succès de la Silla, un des plus gros succès, c'est vraiment, on est ravis avec My Lord. Et là, on a un super résultat avec My Lord. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des lignées, des courants de sang ou un type de jument qui a très bien marché selon vous dans votre système ou que vous appréciez particulièrement? Est-ce qu'il y a... Bah, en fait, il y a beaucoup de lignées différentes. Ce qui est important, moi, ce que je trouve important, c'est que ça soit inné dans le cheval, quoi. C'est-à-dire que le cheval, un cheval comme Nicolo, la première fois qu'il a sauté, on avait l'impression qu'il savait sauter, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même, si on part de cette base-là, pour faire l'élevage, c'est de la génétique qui normalement se transmet, quoi. Ouais, c'est ça, ce facteur d'intelligence, vous pensez qu'il y a une forte transmissibilité? Je pense que oui, oui. Oui, parce que quand je prends le cas de Nicolo, sa mère, elle est quand même très bien connue aujourd'hui, ayant
sauté avec Julien et avec Simon. C'est une jument qui est incroyablement intelligente, incroyablement douée et alors là, est légère, incroyable. Ouais. Et donc, je pense que c'est avec une jument comme ça, donc sa grand-mère, Nicolo, était aussi une très bonne jument de concours. Elle a tourné avec un junior mexicain aux États-Unis. Elle a sauté 1,45 m, voire 1,50 m, je crois. C'est une Alcamera, Alcamera, c'est quand même Almeranzo. Donc on retrouve ce courant de Ranzo, donc du pur sang. Et après, l'autre, la quatrième mère, Renata, était aussi une jument d'exception qui a sauté 1,60 m et qui a eu 4 frères et sœurs qui ont sauté 1,60 m. Donc on peut remonter sur 4 lignées de Nicolo. Sur les 4 lignées, il y a eu beaucoup de chevaux qui ont sauté 1,60 m. Et je pense que c'est avec... forcément, quand on utilise un jeune étalon, on prend forcément un petit risque, mais on minimise le risque avec, je pense, avec une lignée, avec des étalons qui ont des lignées comme ça sur 3-4 générations. Je pense qu'il y a un moment, ça ressort forcément. Ça va retomber. Voilà. Quels sont vos projets, vos ambitions pour les années à venir ? Les projets, c'est de continuer mon élevage de 3-4 poulains par an, d'avoir plutôt de diminuer un petit peu les chevaux de concours. Je pense que si j'avais 10-12 chevaux de concours dans quelques années, ça sera bien. Puis ce qu'on peut espérer, comme tout éleveur peut espérer, c'est d'avoir un cheval qui figure au très haut niveau et qui, pourquoi pas, gagne un championnat. Voilà, mais voilà, c'est le souhait je pense, que de toute personne qui fait de l'élevage. Et quel message vous aimeriez véhiculer à un jeune éleveur qui s'installe aujourd'hui ? Je pense que c'est déjà de partir sur des bases avec des juments qui sont d'une bonne génétique, le mieux possible. Et après, c'est de partir avec des chevaux qui ont de l'intelligence, du sang, de la légèreté. Et après, tout ça, ça ne peut marcher que si on est patient. Et que aussi, on respecte chaque cheval, le caractère de chaque cheval, et qu'on évolue avec son cheval. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui après tous ces succès ? Continuer de rêver ? Voilà, oui, c'est pour ça que tant qu'on fait de l'élevage, on rêve, parce que quand on est éleveur, on est rêveur. Donc on rêve de faire un super cheval. Ok. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie.